À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Donc, nous recevons pour l'heure la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Alors, je vous présente Madame Sarah Toulouse, membre du conseil d'administration, Monsieur Frey Guevara, membre du conseil d'administration, Monsieur Louis-Philippe Janard, membre de l'équipe, ainsi que Madame Émilie Bouchard, membre de l'équipe. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à la commission. Vous allez avoir 10 minutes pour votre exposé et par la suite, on va entamer la période d'échange avec les parlementaires. Alors, les prochaines 10 minutes sont à vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Madame la présidente, Madame, Messieurs les députés. Je vais prendre un tout petit moment juste pour nous représenter dans nos rôles. En fait, moi, je suis, oui, à la coprésidence de la table de la TCRI, mais je suis aussi directrice générale d'un organisme d'accueil, Accueil-Intégration Bas-Saint-Laurent, basé à Rimouski. Mon collègue Frey, vice-président de la TCRI, lui est directeur du CERI, qui est à Granby. Louis-Philippe est coordonnateur du volet protection et Émilie est en coordonnatrice au niveau de l'employabilité pour la TCRI. Donc, je trouvais ça important de vous me placer nos différents chapeaux. Merci de nous offrir cet espace-là pour venir discuter avec vous de de nos commentaires par rapport au projet de loi. La TCRI existe depuis 45 ans, puis en fait a au cœur de sa mission l'intégration, la défense de droits des personnes réfugiées et immigrantes. Elle regroupe en fait 155 organismes de partout au Québec. Puis ces 155 organismes-là, dont le mien, celui de Frey et plusieurs autres, sont vraiment au cœur de tout ce processus d'intégration-là, ont vraiment l'expertise de terrain au quotidien, en fait, de l'intégration. Donc, c'est pour nous très pertinent d'être ici aujourd'hui. Vous avez pu remarquer qu'on ne vous a pas soumis la version complète de notre mémoire encore, considérant les courts délais puis le fait qu'on a énormément de membres avec lesquels on peut prendre le temps de bien discuter puis de bien asseoir les différentes recommandations. On va vous soumettre ça dans les délais prescrits, mais on vous a envoyé préalablement là, nos commentaires préliminaires. D'ailleurs, vous avez pu le constater, en fait, la TCRI revendique depuis longtemps l'encadrement législatif du modèle d'intégration dans l'idée d'avoir une approche qui soit cohérente. On salue donc présentement l'initiative du gouvernement. On souhaite d'ailleurs mettre à contribution notre expertise au service des démarches qui sont à venir parce qu'on pense qu'on a un regard très intéressant à apporter. Vous avez pu le constater dans les commentaires préliminaires, on n'est toutefois pas en mesure de dire qu'on appuie dans la mouture actuelle le projet de loi tel que déposé. On est d'avis que certaines nuances s'imposent afin d'avoir un projet de loi qui soit vraiment à l'image de la société qu'on souhaite bâtir collectivement. Puis je vais laisser mes collègues aller plus en détail dans ces aspects-là. Louis-Philippe. Merci Sarah. Bonjour à toutes et à tous. La première raison pour laquelle nous n'appuyons pas le modèle tel que proposé a trait à son orientation générale. En effet, à la lecture des articles 1 et 4, on constate que le modèle d'intégration met d'abord l'accent sur la préservation, la promotion de la culture commune et de la langue française, plutôt que sur l'intégration des personnes immigrantes proprement dites. De plus, l'article 4 fait de l'accueil et de la pleine participation des personnes migrantes un moyen pour favoriser l'adhésion à la culture commune. Dans cette conception, l'intégration ne semble pas être une fin en soi. On observe ainsi un net déséquilibre entre les mesures consacrées à la culture et celles qui sont consacrées à l'intégration. Par exemple, lorsqu'on s'attarde au fondement du modèle, aux devoirs de l'État ou au contenu de la politique nationale, on remarque qu'une grande majorité de mesures se rattachent à la culture. De surcroît, parmi les mesures relatives à l'intégration, on ne retrouve rien dans le projet de loi qui ne fait pas déjà partie des activités de nos organismes, que ce soit la francisation, les séances objectifs intégration ou le jumelage interculturel. Ce déséquilibre se manifeste aussi dans la façon dont la culture québécoise ou commune est définie à l'article 3. D'entrée de jeu, mentionnons qu'il n'y a aucun élément dans cette définition auquel nous nous opposons. Par exemple, la TCRI a toujours reconnu la langue française comme étant la langue d'intégration au Québec. Néanmoins, la définition proposée comporte deux problématiques majeures. D'une part, elle ne reconnaît pas la diversité qui façonne le Québec d'aujourd'hui. Par exemple, les multiples diasporas qui sont présentes au Québec, certaines depuis plusieurs décennies. D'autre part,
La définition nous semble particulièrement rigide alors que, par essence, la culture est en constante évolution. Malgré les quelques mentions de la contribution des personnes immigrantes ou des minorités culturelles, on se demande s'il y a réellement ouverture à ces contributions parce qu'on ne voit pas d'espace pour ces apports dans la façon dont la culture est conceptualisée. Donc, le projet de loi nous semble ainsi être en rupture avec l'approche interculturelle au profit d'une approche aux accents assimilationnistes dans laquelle les organismes là, ne se reconnaissent pas. Je passe maintenant la parole à ma collègue Émilie. Oui, merci Louis-Philippe. Donc, bonjour tout le monde. Moi, j'aimerais qu'on aborde la question de l'intégration parce que, bon, pour nous, c'était une intégration assez problématique parce qu'on reconnaît que la dimension culturelle de l'intégration des personnes immigrantes, mais comme vous le savez, l'intégration, c'est un processus complexe qui ne se résume pas qu'à l'apprentissage du français et des valeurs québécoises. Il y a plusieurs dimensions qui sont négligées quant à nous dans le projet de loi, dont la dimension socio-économique. Vous savez, il a bien été documenté que la majorité des personnes immigrantes s'intègrent grâce à leur emploi, qui est un vecteur d'apprentissage du français, mais aussi un lieu de socialisation. On peut apprendre toutes sortes de choses dans l'emploi, dont des compétences techniques, mais aussi sociales. Dans le projet de loi, on peut bien lire qu'il y a le principe de réciprocité qui est l'une des assises du projet de loi. Il y a des attentes spécifiques qui sont formulées à l'égard des personnes immigrantes. Cependant, à la lecture des articles 6 et 7, on trouve que le projet de loi demeure silencieux sur les devoirs de l'État quant à la préparation de la société d'accueil pour favoriser la pleine participation des personnes immigrantes, comme le veut le gouvernement, alors qu'elle implique des dimensions collectives importantes au niveau de la pleine participation. Le seul devoir de l'État qu'on voit qui se rattache à l'intégration prévoit l'offre des mesures visant l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. On mentionne à plusieurs reprises l'apprentissage du français puis les valeurs démocratiques et québécoises. Les autres devoirs concernent la protection de la langue française, la culture commune ou la défense de certaines valeurs. Donc, pour nous, on ne voit pas vraiment de réciprocité au niveau des personnes immigrantes. Et puis, les obstacles spécifiques reliés aux politiques et programmes d'immigration qui ne sont pas abordés, encore moins les solutions pour lever les barrières à l'intégration qui sont nombreux, comme on le sait. Donc, il est vraiment important pour nous de reconnaître la diversité des parcours d'immigration et d'intégration des personnes immigrantes que le Québec accueille. Il y a toutes sortes de personnes avec des statuts d'immigration, des parcours de vie différents. Donc, nous, la TCRI, on s'est positionné depuis longtemps sur l'intégration, puis on se base sur un document phare qui s'appelle le CAP sur l'intégration. Les organismes membres de la TCRI qui, à travers leurs différents services, dont le PACI, qui est financé en fait par le MIFI, sont au premier plan de l'intégration des personnes immigrantes. Vous savez, ils offrent un soutien personnalisé qui correspond à leurs besoins uniques. Puis chaque parcours au sein des organismes est différent parce que chaque besoin sont différents. Donc, je vais laisser mon collègue Fré vous parler un peu plus en détail du travail des organismes, puis comment le projet de loi pourrait avoir un impact sur les organismes et les personnes elles-mêmes. Merci beaucoup. Bon, la troisième raison qui se rattache à ces certitudes entourant la politique nationale et ses impacts pour les organismes, d'une part, ça comprend l'article 10, que les organismes qui reçoivent du financement du gouvernement vont être soumis à la politique. On ne sait pas exactement à partir sur quel niveau ça va être le financement ni la nature des obligations qui seront imposées. De plus, comme ça a été mentionné, la TCRI est un réseau de 155 organismes partout au Québec qui accompagnent les personnes immigrantes et c'est environ 120 000 personnes par année qui en accompagnent jour après jour. Le projet de loi ne permet pas la consultation des parties prenantes dans l'élaboration de la politique. Il est important de considérer la réalité terrain. Nos intervenants sont des intervenants de première ligne qui confrontent ou qui rencontrent plutôt par première fois la personne qui arrive dans nos territoires. Il faut découvrir son parcours migratoire et comprendre plus le contexte dans lequel ils sont arrivés pour bien pouvoir développer une approche interculturelle qui est vraiment importante pour pouvoir faire avancer et qu'on l'utilise depuis plusieurs décennies. Alors, de notre part, on se doute fortement des politiques et programmes d'intégration du ministère qui seront visés par les règlements prévus à l'article 16. Ces programmes comportent déjà de nombreuses exigences. La reddition des comptes qui est particulièrement exigeant en termes de temps. Pour les organismes, on a
un nombre d'interventions à faire par année, par intervenant, mais en même temps, il faut considérer tout le temps qui doit être consacré pour la préparation de reddition de comptes, en tenant compte les différents obstacles qu'on vit, par exemple avec GSI. C'est une plateforme qui nous exige beaucoup de temps pour pouvoir présenter une reddition de comptes qui représente vraiment le travail, parce que malgré tous les efforts qu'on fait, il y a beaucoup de travail invisible à partir de ce moment-là, parce qu'on n'arrive pas à pouvoir saisir toutes les informations et tout l'accompagnement qu'on déploie pour pouvoir accompagner les gens. Pour terminer un peu ma présentation, je tiens aussi à mentionner qu'il y a les exemples sur les mesures d'intégration mentionnées dans le programme du projet de loi font partie déjà des pratiques diversifiées. Par contre, on ne voit pas de nouvelles stratégies ou de nouvelles propositions pour les personnes immigrantes, malgré les différents obstacles à l'intégration. On s'oppose un peu au modèle, mais on tient compte qu'on veut travailler de la main avec les ministères, tel comme on l'avait déjà mentionné, Monsieur le ministre, lorsqu'on vous a visité. On est prêt à vous tendre la main, à mettre sur la table notre expertise et la collaboration de tous les réseaux des organismes de la TSRI. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette présentation, pour vos propos. On va donc engager tout de suite la discussion avec les parlementaires et je me tourne du côté du ministre pour une période de 16 minutes 30 secondes au total. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. C'est très intéressant de vous avoir autour de la table aujourd'hui parce que, bon, parfois, on a des institutions comme le commissaire à la langue française, on a des chercheurs, on a des universitaires, on a des philosophes, mais on a vraiment besoin d'avoir des gens de terrain comme vous et vos organismes et vos partenaires et les gens qui sont directement en contact avec les nouveaux arrivants pour faire attention de ne pas s'égarer quelque part dans les nuages. On est dans une loi cadre, on est dans une loi fondamentale. Donc oui, ça nous prend des considérants, ça nous prend des grands principes qui sont très importants, ça nous prend des concepts, mais ça nous prend votre avis aussi. Donc merci de participer à l'exercice, c'est très apprécié. Vous avez mentionné en début de présentation, vous saluez l'initiative du gouvernement, mais vous n'appuyez pas le projet de loi tel que présenté parce qu'il y a des ajustements à faire, puis c'est très bien, on est là pour vous écouter là-dessus. Mais je voudrais juste comprendre, avant qu'on creuse là, dans le détail, quand vous dites que vous saluez l'initiative du gouvernement, ça fait longtemps que vous attendiez qu'on développe notre modèle, on n'a pas... Parce qu'il est informel, notre modèle, en ce moment. Quel est l'impact? Au moment où on se parle, et cette année, l'an passé, il y a 2 ans, il y a 3 ans, de ne pas avoir de modèle formellement défini. Quel est l'impact en ce moment sur le terrain de ne pas avoir la loi optimale qui sera bonifiée? Oui, merci, merci, Monsieur le ministre, pour votre question. L'impact, bien, évidemment, c'est qu'on peut observer un manque de cohérence entre certains programmes. Pour nous, il y a certains éléments dont on fait mention là, dans nos commentaires préliminaires qui, en matière d'intégration, seraient importants d'inclure quand on mentionne les obstacles à l'intégration, notamment, bon, ma collègue Émilie faisait référence aux obstacles en emploi. Il y a des dimensions sociales importantes. Plus tôt ce matin, la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse parlait de la lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme. Donc, avoir un outil législatif qui permette un modèle cohérent permet de mettre en œuvre ce type de mesures-là à travers là, je dirais, les différentes composantes de la société, permet aussi d'avoir une approche partagée relative à l'intégration. Merci beaucoup. Donc, une meilleure cohérence gouvernementale, puis peut-être un outil de référence pour chacun des organismes un peu partout. Maintenant, travaillons à l'améliorer puis à regarder comment on comprend ce qui est sur la table en ce moment. Vous nous avez mentionné tout à l'heure, vous avez des enjeux avec l'article 3, où on parle de la culture commune. On est dans le chapitre 2 qui s'appelle « Modèles et fondements ». Donc, on est vraiment dans les concepts, les principes. Et il y a plusieurs articles qui sont là dans le chapitre 2 sur le modèle, les fondements. L'article 3, d'après vous, ne mentionne peut-être pas assez la diversité. J'accepte cette critique-là. Il n'est pas précisément dans l'article 3, effectivement.
Mais dans le même chapitre, on le détaille, le modèle, dans plusieurs articles. Et dans l'article 5, on parle quand même que les personnes immigrantes, les personnes s'identifiant à des minorités culturelles sont appelées à contribuer. Donc, on parle qu'il y a des gens de partout, sont appelés à contribuer, notamment à partir de leurs caractéristiques culturelles, à son évolution, son enrichissement. On parle de la culture commune. Donc, est-ce que c'est suffisant pour vous de dire qu'on a des gens qui ont différentes caractéristiques culturelles, qui n'appartiennent pas, le Québec n'est pas pleinement homogène, tout le monde n'appartient pas à la même communauté culturelle, certains ont des caractéristiques culturelles différentes. Je pensais qu'on le mentionnait assez dans Modèle et fondements. Si oui, à cette lecture, tant mieux. Sinon, comment on devrait le formuler? Il y a peut-être deux éléments que je peux me permettre de suggérer. D'abord, dans la définition de la culture commune, là, à l'article 3, de reconnaître les apports de la diversité déjà existants. Je pense que aujourd'hui, dans le Québec de 2025, il y a déjà différentes communautés qui ont contribué à la culture commune, différentes diasporas qui sont présentes au Québec depuis longtemps. Ce serait un premier élément. Puis peut-être, comme c'est M. Bouchard là, qui faisait référence ce matin, aussi reconnaître le caractère évolutif de la culture. Peut-être plus explicitement, l'article 3, on comprend qu'à certains endroits dans le projet de loi, il y a mention des contributions, une invitation à adhérer, à contribuer à la culture commune, mais on pourrait reconnaître d'emblée son caractère évolutif. Ça nous semblerait une ouverture peut-être plus explicite, je dirais, aux apports de la diversité. Merci. Le caractère évolutif, je note. On a quand même dans le 6e considérant que les personnes immigrantes venues du monde entier contribuent à la nation québécoise. Donc, on voit qu'ils ont contribué et qu'ils contribuent. On est au présent tout de suite, pas juste vont contribuer peut-être un jour, mais ils ont quand même contribué à la nation. La nation est là parce que des gens venus de partout ont contribué. Mais je prends quand même des notes. Merci. Peut-être une dernière question. Je vois mes collègues qui voudraient interagir avec vous, peut-être. Concrètement, comment on peut mieux vous aider? Évidemment, si on vous donne plus d'argent, c'est comme ça toujours, hein? Plus de moyens, plus de ressources, plus de locaux, plus d'intervenants. Je suis très conscient, très conscient de ça. Mais je vous dirais, dans la manière de faire, dans le modèle qu'on développe, comment on pourrait mieux faire pour intégrer les gens à la nation québécoise là, dans une démarche d'ouverture? Qu'est-ce qu'on devrait faire ensemble? Qu'est-ce qu'on devrait dire ensemble? Et moi, je vais y aller si vous permettez. J'ai envie de nommer le besoin d'aller dans la globalité du besoin d'intégration. Les personnes que nous, on accompagne sur le terrain, elles arrivent, puis oui, elles ont envie de connaître la culture dans laquelle elles s'intègrent, de contribuer, mais elles ont aussi envie de trouver leur repère à travers ça. Elles ont besoin d'accompagnement au niveau psychosocial, au niveau de plein de facettes socio-économiques, au niveau de l'ensemble des différents facteurs qui vont favoriser cette intégration-là. Donc, si on me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser ça, bien, je pense que c'est, encore une fois, d'être à l'écoute du terrain puis de voir, mais qu'est-ce qui, concrètement, fait que les personnes issues de l'immigration finissent par se sentir à leur place, puis qu'il y a vraiment un sentiment pour les intervenants sur le terrain aussi d'avoir les bons outils pour les accompagner, d'avoir en main les bons éléments pour faciliter l'intégration de plusieurs façons et pas juste dans un angle. Donc, j'ai envie de dire que de prendre le temps qu'on regarde les différents programmes, puis oui, dans l'élaboration de la politique, qu'on mette en place les éléments qui vont faciliter le travail terrain, mais je pense qu'ultimement, ça va favoriser une intégration qui va être au bénéfice de tous, à la fois de la collectivité, mais aussi des personnes qu'on accompagne, puis des organismes sur le terrain. Parce que, merci. On est là. On n'est pas techniquement dans un projet de loi sur purement l'immigration. On est dans un projet de loi sur l'intégration. Évidemment, on va intégrer les gens qui sont arrivés récemment, mais aussi des personnes qui, des fois, peuvent être arrivées il y a un certain temps, même des gens qui sont nés ici, parfois, de parents migrants qui ne s'identifient pas tellement encore à la culture québécoise. Donc, le défi, c'est de
transmettre cet amour du territoire, des cultures, des traditions, évidemment en tendant la main. Donc, pour susciter l'espèce d'adhésion, de fierté, de sentiment d'appartenance, c'est quoi la potion magique que vous avez ou que vous voulez davantage? J'ai pas des questions faciles, hein, mais on n'est pas dans un projet de loi qui est simple. Et c'est pour ça qu'on aime ça. Je pense que, excusez-moi, je vais prendre la parole. Et oui, c'est très intéressant, comme vous disiez, ça nous invite beaucoup à la réflexion, mais il faut considérer également, et la responsabilité ne repose pas seulement sur un projet de loi, ni sur l'organisme comme tel qui fait l'accueil des personnes immigrantes. C'est une responsabilité de la collectivité. Mais je pense que les discours politiques, il faut les adapter réellement. Parce que si aujourd'hui on allume la télé, on écoute la situation de l'immigration au Québec, et on entend seulement les discours politiques, on est en train de voir l'immigration d'une façon négative. Je pense qu'il faut aussi mettre en considération l'apport, la richesse. Si on le regarde, mettons, sur le plan culturel, si on le regarde sur le plan économique, combien d'entreprises au Québec ont continué à fonctionner grâce aux travailleurs étrangers temporaires, par exemple. Alors, si on ne tient pas compte de la richesse qu'apporte l'immigration dans notre milieu à différents niveaux, je pense que l'ensemble de la société ne vont pas nécessairement s'ouvrir à collaborer et à contribuer pour faciliter l'inclusion de ces jeunes-là. Merci infiniment pour votre présentation. J'ai des collègues qui brûlent de vous questionner. En effet, il n'y a que le druide d'Astérix qui a le secret de la potion magique. Je laisse la parole maintenant à la députée de Vimont. Il reste 6 minutes 10 secondes. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous d'être présent aujourd'hui. À plusieurs reprises, vous avez soulevé pendant la présentation les nombreux écueils que peuvent rencontrer les nouveaux Québécois dans leur intégration. Vous représentez 150 organismes, donc j'imagine qu'à travers les rencontres ou peu importe là, que vous faites, il y a des éléments justement qui doivent sortir de ces rencontres et qui viennent parler justement de ces problématiques rencontrées. Pourriez-vous peut-être juste peut-être pour le bénéfice là, de ma propre compréhension, là, peut-être me mettre à l'avant-plan, là, c'est qu'est-ce que les nouveaux arrivants rencontrent principalement? Et en réponse à ça, je vous poserai tout de suite la deuxième question. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de l'avant maintenant pour favoriser une cohésion sociale qui est forte? J'ai envie de nommer qu'un des éléments majeurs présentement, c'est le discours ambiant dont mon collègue Fré parlait. On sent beaucoup d'incohérences sur le terrain. Ça a été nommé par d'autres qui sont venus devant vous aujourd'hui aussi, entre ce qui semble être souhaité du côté du gouvernement au niveau de la francisation, au niveau de l'intégration socio-économique et tout, puis concrètement, ce qu'il y a de possible sur le terrain. Donc, une des difficultés, c'est comme personne issue de l'immigration, de vivre à travers ce double discours-là, de dire « je sens que j'ai besoin d'apprendre le français, je dois être fonctionnel, j'ai besoin de comprendre la culture dans laquelle je vais m'intégrer et tout ». Puis en réalité, bien, il y a plusieurs barrières, en fait, qui se mettent en travers du chemin. Donc, qu'est-ce qui peut être fait concrètement? Concrètement, avoir un accès la francisation, je sais que vous venez tout juste d'en parler, mais on ne peut pas ne pas en parler, surtout quand il est question de... à la fois Fré et moi, on a des organismes où on accueille les personnes réfugiées prises en charge par l'État aussi. Il y a 14 villes au Québec qui accueillent les réfugiés pris en charge. Et c'est tellement essentiel, le volet francisation, dans tout ce qui est intégration dans le milieu aussi, parce que c'est un espace, au-delà de l'apprentissage de la langue, c'est un espace de socialisation, de compréhension des codes aussi. Puis, c'est essentiel de pouvoir l'offrir de façon présentielle et adaptée. Je pense que ce qu'on a de particulier, les 155 organismes qui font de l'accompagnement de personnes issues de l'immigration, c'est qu'on le fait de façon individualisée, personnalisée pour chaque personne, parce que c'est ce qui ressort du terrain aussi, c'est le fait que chaque individu, chaque parcours, chaque histoire est unique. Puis pour ça, ça prend du temps. Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une approche avec une liste à cocher de voici comment bien intégrer une personne, puis ce dont elle a besoin. On doit toujours partir du besoin, de la réalité, des aspirations aussi, parce qu'on n'a pas envie de mettre les gens dans des cases, on a envie de leur offrir toutes les opportunités, mais pour
pour ça, il faut prendre le temps. Donc, le plus beau, le plus bel outil qu'on peut avoir sur le terrain, mais c'est du temps pour les accompagner, puis des milieux qui sont sensibilisés, puis qui ont la même intention aussi de dire, bien oui, on va adapter nos pratiques parce qu'on est dans une société qui évolue, puis qui a besoin d'adapter ces différentes approches, tant au niveau du milieu du travail qu'au niveau de la santé, l'éducation. Donc, j'irai dans ce sens-là. Dernière petite question reliée à ce que vous expliquez. Il y a certaines villes, municipalités au Québec qui mettent à l'avant-plan des programmes justement d'intégration des nouveaux arrivants ou du moins des plans pour les aider à bien s'intégrer. Et puis, somme toute, on se rend compte que ça fonctionne très bien. Souvent, c'est des idées aussi qui viennent du milieu. Parce que dans chaque région, la réalité est très différente. On a un peu soulevé l'intégration tantôt. On parle de francisation, on n'ira pas là-dessus non plus pour débattre parce que je pense que le ministre a très bien expliqué pendant plusieurs semaines tout ce qui touche au niveau de la francisation. Je pense que la compréhension doit être au rendez-vous pour pouvoir s'exprimer sur la question, pardon. Alors, je voulais juste, dernière petite question, je ne sais pas si je voulais passer aussi après à mon collègue la prochaine question, là, disons. Je voulais juste savoir au niveau justement de ces municipalités, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, d'avoir ces plans qu'ils mettent en place? Je vais me prononcer parce qu'ici, à Granby, effectivement, la municipalité a décidé de se doter d'un plan d'action qui dérive sur un peu l'influence exercée par l'organisme lorsqu'on est invité en table de concertation. Alors, les principaux défis ont été ressortis grâce à la concertation, mais aujourd'hui, la concertation n'est pas nécessairement financée. Il faut écouter les milieux, il faut écouter les personnes immigrantes, les personnes concernées. Un peu en lien avec l'antérieure question également, je pourrais dire que dans différents exercices que nous avons faits dans différentes recherches, on demande aux personnes immigrantes pourquoi vous ne vous adhérez pas, pourquoi vous ne participez pas à toutes les activités, exemple les activités collectives qu'on déploie pour vous. Donc la réponse est premièrement, on ne parle pas encore le français pour pouvoir comprendre qu'est-ce que vous allez nous fournir comme formation. Deuxièmement, vous avez essayé d'inventer, les ministères essayent de déployer des politiques sans tenir compte de notre réalité. Alors il faut connaître la personne qu'on va accueillir. Donc, par exemple, on va faire une fête à la maison, on va savoir à qui on va inviter, qu'est-ce qu'on va préparer pour bien les accueillir. Ce n'est pas la faute de l'inviter si jamais à la maison, on n'a pas tout préparé pour bien les accueillir. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut considérer aussi à la personne immigrante dans son besoin primaire pour pouvoir adapter les techniques ou les pratiques d'accueil. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait cette première partie de discussion, mais je me tourne du côté de l'opposition officielle. Et, Monsieur le député d'Acadie, vous avez 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, bon après-midi. Merci d'être là avec nous. C'est fort important, fort agréable. J'ai quelques questions. On a parlé un peu de votre réalité sur le terrain. Vous représentez un nombre important d'organismes. Vous avez parlé aussi, en fait, de langage ou d'attitudes qui sont véhiculées parfois par les politiciens, que ça peut ne pas aider à l'intégration de l'immigration. Mais pour vous, sur le terrain, c'est quoi votre plus gros enjeu quand vous avez à travailler avec des nouveaux arrivants? Je comprends que vous aidez aussi des réfugiés. Pour vous, faites-vous une distinction entre les réfugiés et les demandeurs d'asile? C'est deux catégories séparées. J'imagine que vous devez travailler avec des demandeurs d'asile également. Alors, c'est quoi les plus gros obstacles que vous rencontrez? Puis comment vous pouvez nous aider à les solutionner? Je peux peut-être me permettre de commencer spécifiquement sur les personnes en demande d'asile. Effectivement, c'est une population là, qui rencontre certains défis particuliers. Par exemple, ils ont déjà un parcours
souvent particuliers. Ils arrivent avec un statut qui est différent de celui de réfugiés. Les réfugiés réinstallés arrivent avec un statut de résident permanent qui leur donne accès à plusieurs services. Pour les demandeurs d'asile, l'accès aux services est beaucoup plus difficile. Le gouvernement du Québec a adopté un décret en 1996 là, qui vient limiter les services qu'il est possible d'offrir à cette population-là. Donc, je dirais que ça, c'est un obstacle particulier pour cette population-là. Le fait aussi, par exemple, dans la planification des seuils d'immigration, pour les demandeurs d'asile qui sont reconnus comme réfugiés, pour les personnes protégées, les seuils restent quand même très bas par rapport à la population de personnes qui sont reconnues comme réfugiés qui habitent au Québec. Donc, ça implique de très longs délais pour obtenir la résidence permanente. Aujourd'hui, on parle d'environ 4 ans. Si la personne a des membres de sa famille à l'étranger, il faut ajouter 1 année de plus pour que les personnes puissent arriver. Puis, bon, la question de la réunification familiale pose aussi des obstacles particuliers en matière d'intégration. Donc, c'est pour ce qui concerne les personnes en demande d'asile, mais je me tournerai vers mes collègues pour compléter. Bien, moi, j'avais envie de nommer la disparité dans la capacité qu'on a d'accompagner les personnes sur le terrain, parce que sur papier, dans les ententes qu'on a, on accompagne les personnes réfugiées, les personnes qui ont des statuts, oui, de résidents, les statuts temporaires, mais les demandeurs d'asile ne sont pas couverts au même titre que les autres personnes qu'on accompagne. Dans la réalité, ils se présentent dans nos bureaux. Ils ont des situations de vulnérabilité qui sont dans les pires qu'on accompagne. Et tout ça, c'est du travail qui se fait, j'ai envie de dire, dans l'ombre, dans la mesure où techniquement, ce qu'on devrait faire, c'est référer vers des partenaires qui ont ces mandats-là. Quand on arrive en région, ces partenaires-là n'existent pas. À Montréal, il y a des répartitions d'enveloppes, il y a des partenaires qui sont dédiés dans ces accompagnements-là. Quand on sort des centres où il y a ces ententes-là particulières, bien, ça devient le lot des organismes d'accueil, en fait, de soutenir les demandeurs d'asile aussi. Et ça crée pour nous une disparité puis un sentiment d'injustice aussi, parce que tu as 2 humains devant toi, un qui n'a pas le bon papier, puis un qui a le papier qui lui permet d'avoir l'accompagnement santé, éducation, tout ce qui va lui permettre de faciliter l'intégration, et l'autre qui, techniquement, n'a juste pas le bon bout de papier, puis donc n'est pas en mesure d'avoir accès à ça. Donc ça fait une charge aussi, j'ai envie de dire, émotionnelle sur les équipes qui ont à accompagner ces situations-là, parce que ils ont accès à un bagage de vie, à une vulnérabilité qui est énorme, mais ils ne savent pas trop par quel bout prendre ça pour être capable de bien accompagner. Donc, c'est ça. Je pense que c'est important de le préciser. Et ça crée un sentiment d'injustice pour la personne qui se dit « Mais pourquoi lui a accès à ça, mais pas moi? » On me dit qu'au Québec, je suis supposée être bien accueillie, que je suis supposée pouvoir avoir accès à tous les services, que tout ce que moi j'ai à apporter est important. Donc, je pense que c'est bon de le nommer. Je ne sais pas, Fred, si tu voulais compléter sur concrètement de quoi on aurait besoin sur le terrain. Mais évidemment, comme vous l'avez déjà tout nommé, je ne vais pas répéter, mais évidemment, moi, je suis réfugié pris en charge par l'État. Alors, je peux être une preuve que peu importe le statut, ben, je suis chanceux parce que j'ai eu cet statut en arrivant. Mais si j'étais un demandeur d'asile, sûrement j'aurais contribué de la même façon pour me rendre où je me suis retrouvé, où je me retrouve aujourd'hui. Alors, il nous manque de chance pour ces gens-là. Comme disait Sarah, ces gens-là se présentent pour demander un service auquel ils ont droit, de certaine façon. Mais on connaît la réponse, on connaît la façon de pouvoir les accompagner, mais on n'a pas le droit de le faire. C'est déchirant. En tant qu'être humain, répondre ainsi à un être humain. Oui, je comprends que c'est déchirant pour vous parce qu'évidemment, la personne qui se présente chez vous dans un des organismes que vous représentez, vous allez devoir quand même vous l'accompagner. Il ne faut pas juste la mettre à la porte en disant que vous n'avez pas le bon papier. Et c'est quasiment ça. OK. Parce que si on regarde qu'est-ce que les services, qu'est-ce que les programmes PASI offrent pour les demandeurs d'asile, c'est l'accompagnement pour la recherche de logement. Dans mon cas, je sais qu'il y a des organismes qui ont aussi l'accès à des informations pour pouvoir les orienter un peu plus. Mais c'est tout. Une chance que nous avons développé des services complémentaires. Par exemple, si on parle de l'éducation, l'éducation, c'est un droit universel. Donc, peu importe si la personne arrive et est sans papier, a le droit à l'escolarisation, un enfant a le droit à l'escolarisation. Dans ce sens-là, on peut bénéficier, collaborer. Si on regarde actuellement aussi, le gouvernement est en train de reprocher la possibilité que les demandeurs d'asile aient accès aux frais de garde pour les garderies.
Alors, c'est aussi une autre situation qu'il faut considérer. On invite à que ces gens-là s'intègrent rapidement, qu'ils puissent commencer à contribuer rapidement. Ils le font, même s'ils ne parlent pas encore français. Ils se débrouillent avec des grimaces, peu importe, parce qu'ils ont besoin, ils sont habitués. Ils ont traversé des océans, ils ont traversé des continents pour arriver. Ce n'est pas juste pour rester en attente. Ils sont prêts à continuer à travailler pour obtenir une meilleure qualité de vie et pouvoir contribuer. Mais on ne lui donne pas la possibilité de pouvoir le faire pleinement. Je vous remercie. J'en ai parlé plus tôt. Aujourd'hui, le projet de loi ne couvre pas le volet socio-économique. Ne couvre pas, par exemple, la possibilité pour l'État d'offrir des chances égales d'emploi ou d'avancement. Est-ce que, selon vous, c'est un élément qu'on devrait inclure dans le projet de loi? Est-ce que c'est un élément qui aiderait à l'intégration? Oui, effectivement, nous, on pense que ça devrait être inclus parce que c'est un des piliers de l'intégration. Une personne immigrante qui a un emploi qualifié à la hauteur de ses compétences va contribuer à l'économie québécoise. Ça va aussi, le développement personnel de cette personne-là, se sentir intégrée, collaborer avec des collègues, créer un sentiment de cohésion sociale dans son milieu de travail. Donc, c'est sûr que l'intégration socio-professionnelle, c'est partie prenante là, de l'intégration des personnes immigrantes. Il n'y a pas que ça. Puis on trouve que c'est un pilier important de l'intégration. Mais c'est sûr que pour l'intégration socio-professionnelle, pour qu'elle soit bien réussie, bien, plusieurs là, interlocuteurs en parlaient avant nous. Il faut qu'il y ait la levée d'obstacles structurels et systémiques parce que c'est bien de vouloir s'intégrer en emploi, c'est bien d'avoir un beau CV, d'avoir été préparé par les organismes. Mais si, par exemple, c'est difficile au niveau de la reconnaissance des acquis et des compétences, si le système fait en sorte qu'on ne peut pas accéder à une profession réglementée, par exemple, bien, c'est sûr qu'on ne va pas avoir un emploi à la hauteur de nos compétences, puis le processus, le cheminement pour y accéder va être long et laborieux, puis on peut se déqualifier pendant ce temps-là. Et dans votre réalité, quand vous accompagnez des gens, admettons des professionnels qui arrivent d'un autre pays, là, est-ce que vous éprouvez des difficultés avec les ordres professionnels ou l'Office des professions? Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain? Et puis ça représente un obstacle, j'imagine? Oui, effectivement, mais ça dépend. C'est pas tous les ordres là, qui sont au même niveau, qui ont fait des avancées dans les dernières années. Certains ordres ont des pratiques plus adaptées, mais c'est sûr qu'au niveau des ingénieurs, par exemple, beaucoup d'organismes membres de notre réseau accompagnent des ingénieurs. Bien, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été mises en place avec l'Ordre des ingénieurs pour faciliter l'intégration des passerelles. Mais oui, c'est ça, effectivement, les ordres professionnels. On est au Québec, hein, une société très réglementée. Il y a les ordres, mais il y a aussi toutes les instances de réglementation au niveau, par exemple, de la CCQ, l'AMF. Donc, c'est sûr qu'il faut assouplir, mais toujours dans le bien du public, ces règles-là, parce que ça n'a pas été conçu pour des personnes, par exemple, qui ont étudié à l'extérieur du pays, qui ont eu leur expérience professionnelle. Comment le système fonctionne, c'est pas adapté. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure, bien, à travers les années, on a vu une personne, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Je vous remercie. Parlons maintenant des relations intercommunautaires. Est-ce que pour vous, c'est un élément qui favoriserait non seulement l'intégration, mais l'égalité de tous les citoyens? Puis quel pourrait être le rôle des municipalités? Parce qu'il y a la collègue, la députée de Vimont, qui a posé une question là-dessus, mais j'aimerais vous entendre davantage. Je vais lancer un peu. Oui, effectivement. Moi, je l'ai déjà mentionné et je l'ai déjà entendu aussi du discours au niveau politique et du gouvernement. C'est une responsabilité partagée. Alors, si le milieu est préparé, si le milieu peut adapter ses pratiques, c'est sûr et certain que les gens vont avoir des chances, des meilleures chances pour pouvoir percer. Mais si on reste un peu encadré et rigide, ça va être difficile de permettre à ces gens-là d'avoir un accompagnement et une considération de sa situation. Très bien. Moi, j'ai envie de nommer qu'il y a des mesures en place qui nous facilitent le travail en collectivité aussi. Tu sais, quand on parle au programme d'appui aux collectivités, justement, qui est un programme qui nous permet d'aller à la fois faire de la sensibilisation, de la formation, du maillage dans le milieu.
c'est des programmes qu'il ne faut pas perdre de vue parce que ça nous facilite le travail. Parce que quand on parle d'intégration, oui, il y a la personne qu'on accompagne, l'accompagner dans son cheminement, mais il y a le milieu dans lequel elle va aller s'intégrer, cette personne-là. Puis pour nous, ça va main dans la main. Il faut absolument qu'on puisse à la fois travailler dans le milieu puis aller cibler les zones d'ombre où on se dit, OK, là, on a du travail à faire. Il faut qu'on ait les moyens d'y aller aussi. Donc, je pense que ça vient, c'est une solution qui existe déjà. Puis c'est un peu ce qu'on met de l'avant aussi. Il y a plusieurs des pistes qui sont amenées dans le projet de loi qui existent, qui sont déjà notre quotidien, en fait, aux organismes sur le terrain. Donc, c'est ce dont on veut s'assurer que ce qui se fait déjà de bien sur le terrain remonte puis soit pris en compte dans l'élaboration à la fois du projet de loi, mais de la politique à venir. Je vous remercie. J'imagine que dans votre réalité, pour donner ces services, vous faites des demandes au gouvernement pour des fonds compte tenu de différents programmes. Est-ce que ça vous demande un effort? Est-ce que c'est très lourd pour avoir accès? Et puis, est-ce que ça vous demande, est-ce que c'est difficile? J'imagine que ces programmes-là ne sont pas pérennisés. Est-ce que c'est un enjeu pour vous? Je suis désolée. Oui. Le temps est terminé. Bon, OK, on a la réponse. Le temps est terminé, mais on a un dernier échange, une dernière période d'échange avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour 4 minutes 8 secondes. Bonjour et merci d'être avec nous. Je connais quand même certains d'entre vous. Très contente de vous revoir. Puis, je voulais d'abord vous remercier pour le travail que vous faites sur le terrain. C'est vous qui représentez vraiment le contact direct et l'intégration directe. Au-delà de ce qu'un projet de loi peut faire, c'est vous qui mettez en œuvre l'accueil des nouveaux arrivants. Puis pour ça, on vous doit un grand merci. Il y a plusieurs constats et il y a plusieurs réalités. On en échangeait récemment là, avec certains d'entre vous, mais il y a l'explosion des délais en réunification familiale. Il y a évidemment l'explosion des délais pour l'obtention de la résidence permanente. Vous en glissiez un mot tout à l'heure. Il y a la baisse des services en francisation. On a eu l'occasion d'en discuter avec les coupes aussi dans les allocations. Il y a eu la contestation des places en CPE jusque devant la Cour suprême. Vous en parliez aussi tout à l'heure. La suspension du PEC, la suspension du PRTQ. Bref, tout ça, puis le projet de loi arrive dans un contexte global, disons, particulier. Et je me demanderais, justement, sur le terrain, là, un autre projet de loi, une autre dimension, un autre élément, comment c'est perçu par les gens sur le terrain, ce build-up-là, ou bref, cette accumulation-là de réformes ou d'éléments? Comment c'est perçu sur le terrain? J'ai envie de nommer qu'il y a peut-être une appréhension que ce soit ultimement j'ai pas envie de dire une coquille vide, mais que ce soit un ramassis de choses qui existent. Je l'ai déjà mentionné, mais on fait déjà un travail incroyable. Ça a été nommé, merci de le souligner d'ailleurs, mais il se fait déjà énormément de choses qui vont dans ce sens-là. Oui, c'est important de l'amener dans un cadre législatif plus global, mais on veut s'assurer aussi que ça aille chercher des éléments sur lesquels on va pouvoir avoir des avancées sur le terrain, qu'on ne soit pas juste à reprendre certains éléments qui existent déjà puis vouloir les mettre au même endroit, mais bien d'aller plus loin dans l'idée derrière le projet. Je laisserai peut-être Louis-Philippe le compléter. Oui, merci. Bien, justement, on en parlait avec nos membres vendredi dernier. Puis c'est sûr que c'est ça, le projet de loi s'inscrit là, dans une suite de différentes mesures. Donc, dans un contexte, il y a certaines personnes, certains membres de la commission l'ont souligné, là, qu'on peut y voir certaines contradictions. C'est sûr que parfois, dans le projet de loi, à certains endroits, on voit ce qui a été nommé par les membres comme un langage très dur, quand on parle de repli sur soi, d'isolement. Quand on voit aussi le fait que les mesures d'intégration qui sont prévues existent déjà, il y a déjà la loi sur la laïcité, la Charte de la langue française, mais qu'on rassemble tout ça, des mesures qui existent déjà, mais sous l'angle de l'intégration des personnes immigrantes. Ça envoie un certain message. L'impression qui se dégage est que l'immigration ou les minorités culturelles constitueraient en quelque sorte une menace pour le Québec. C'est reçu
je dirais, de cette façon-là sur le terrain. Là, ça s'inscrit dans un contexte politique particulier là, auquel vous faisiez référence aussi. On a certaines interrogations. On voit que le ministre porteur du projet de loi est le ministre de la langue française. Aujourd'hui, c'est le même titulaire que le portefeuille de l'immigration, de la francisation, de l'intégration. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Donc, il y a certains symboles, je dirais, dans le projet de loi qui inquiètent. Et vous avez discuté, oui, en terminant, vous en avez discuté avec les gens sur le terrain, en fait, les immigrants, les principaux reçus, c'est partagé, ce sentiment-là? Effectivement, ces gens-là n'arrivent même pas à comprendre les changements des dernières minutes. C'est ce qui met fin à cette discussion. Voilà. Alors, merci beaucoup pour l'apport à nos travaux. Nous allons attendre votre mémoire et je vais suspendre quelques instants le temps de recevoir le prochain groupe. Merci. Merci. Merci beaucoup.